justement sur ces montages qui se réalisent aujourd'hui entre des groupes, soit à leur initiative, soit également à l'initiative d'opérateurs, dans le but de faire des projets participatifs. Et en plus d'avoir un point de vue d'habitants, de promoteurs, d'opérateurs, on voulait également avoir le point de vue du coup de la collectivité, qui est aussi un acteur incontournable dans cette démarche. Et donc, avec nous, il y aura également Alain Kunzmann, donc, chef de projet Habitat participatif à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, pour le groupe des Toits Moineaux, il y a Sylvie Petitjean qui nous fait l'honneur de venir témoigner. Et pour 3F Notre Logis, Jérôme Marais, responsable du pôle études et projets. Et ils nous présenteront un peu plus en détail à quel moment ils sont rentrés dans le projet et leur expérience. Donc, comme je vous le disais, co-construire avec un opérateur immobilier, c'est un atelier aussi qui émerge de l'idée de nombre de projets qui fleurissent. On a vu qu'il y a également dans la promotion, la promotion représente aujourd'hui 80% des logements qui sont réalisés. Et ça peut aussi être une source de diversification, de démocratisation des projets, de facilitation. Mais ça pose aussi des questions, ça soulève aussi des enjeux en termes de cadre de participation, en termes de partenariat donc, et également ça peut aussi être source de levier d'innovation au sein d'une structure de promotion immobilière et également à l'échelle d'un territoire. Voilà. Et c'est un peu tous ces aspects-là qu'on voulait évoquer et, avec vous à travers les témoignages. Et voilà. Donc je vais commencer par par laisser la parole à Sylvie, du coup, qui nous présentera son expérience. Et voilà, on enchaînera avec Jérôme. Oui, ça marche. Oui, c'est bon. Alors, faire les deux. Donc, bonjour. Donc, je suis donc Sylvie Petitjean. Je suis chez les Toits Moineaux. Les Toits Moineaux est un habitat participatif qui est situé dans le Nord, dans la métropole lilloise, et plus précisément à Villeneuve-d'Ascq, où il y a déjà deux autres habitats participatifs, Anagramme et Agrobi. On est tout proches les uns des autres. Le projet tel qu'il a été réalisé comporte 22 logements du T1 bis au T6 avec des locaux communs et un jardin partagé. Et il y avait à l'origine 7 logements locatifs, 11 en accession PSLA et 4 en accession libre. Et actuellement, il y a 10 options qui ont été levées sur les PSLA. La dernière doit être levée dans les semaines qui suivent. Et nous sommes 29 adultes et 17 enfants. À l'origine, l'idée d'un habitat participatif est venue suite à un groupe de travail qui a mené des études. Donc, ce groupe de travail était issu de l'Université du temps libre et d'une association donc, de retraités de la ville. Et ce groupe de travail a réfléchi sur la place des personnes âgées dans la ville. Et les constats qui ont été faits, c'est que les personnes âgées souffrent d'isolement, elles souhaitent rester dans leur quartier et surtout, elles souhaitent rester actives au niveau de la ville.
C'est cette première approche qui était avec des personnes retraitées, souvent jeunes retraités. Le projet a évolué vers l'ouverture à l'intergénérationnel et la mixité sociale. Mais à l'origine, donc c'est bien un groupe d'habitants qui est à l'origine de ce projet. Nous n'avions pas de terrain, nous avons recherché donc les terrains et c'est venu par la suite, mais à l'origine, c'est bien un groupe d'habitants. Nous avons souhaité donc ouvrir le projet à tous en mixité, et pour cela, seul l'appui d'un bailleur permettait d'avoir du logement locatif social dans notre projet. Et la présence d'un bailleur permettait également aux retraités non primo-accédants d'accéder au PSLA. En 2012, donc à l'origine du projet, l'habitat participatif était peu connu au niveau des bailleurs. Et nous avons fait le tour des bailleurs de la métropole, et la quasi-totalité nous ont très bien reçus, mais n'ont pas souhaité s'impliquer dans notre projet, qui leur paraissait quand même très éloigné de leurs préoccupations de logement social. Certains ne voulaient pas du tout nous proposer de PSLA, et beaucoup quand même avaient des réticences à travailler sur un habitat participatif qui impliquait de nombreuses réunions et la participation des habitants. On a eu des réunions avec les institutionnels, donc certains, quand ils nous ont vus arriver avec des personnes retraitées, ils nous ont dit retraité, personne seule, vous pouvez avoir un logement de 35 mètres carrés. Donc en fait, ils pensaient plus à un béguinage. Nous, ce n'était pas du tout notre objectif, puisque, alors effectivement, nous avions des grands logements et on voulait réduire les surfaces, mais quitte à avoir 35 mètres carrés, ce n'était pas du tout ce qu'on souhaitait. Donc on a continué notre recherche, et puis le dernier bailleur de la région nous a reçus, qui était Notre Logis à l'époque. Elle n'avait pas encore fusionné avec 3F. Donc Notre Logis est un bailleur privé de petite taille, et là on nous a écoutés, et il était prêt quand même. Ils ne connaissaient pas l'habitat participatif à l'époque, et c'était nouveau pour eux, mais ils étaient prêts à jouer le jeu et à nous accompagner au niveau de notre projet. Et nous avons convenu donc qu'il y ait un tiers de logements locatifs sociaux, un tiers de PSLA et un tiers d'accession libre. Dès le départ, donc, le projet a été monté en incluant à la fois des futurs propriétaires et des futurs locataires. Donc là, il n'y a pas eu de distinction. Tout le monde était là pour discuter. On a élaboré une convention de partenariat. Même le suivi budgétaire a été fait en parfaite transparence. On avait les réunions régulières sur les budgets. Et actuellement que le projet est réalisé, Notre Logis a mandaté les locataires pour la gestion courante de l'immeuble, au même titre que les propriétaires. Donc dans notre convention de partenariat, Notre Logis s'engageait donc à ce qu'on suive l'ensemble du projet avec l'architecte, à la fois les futurs habitants et les futurs locataires. Lorsqu'on avait des demandes, donc Notre Logis a pris en compte nos demandes de modifier la faisabilité donc, sur le projet, et l'élaboration définitive du plan a été faite en concertation entre l'architecte, Notre Logis et les Toits-Moineaux. Les PSLA, c'est nous qui avons recruté les PSLA. Donc, une fois qu'on les avait reçus, on avait donné notre accord pour les PSLA, Notre Logis les a reçus à leur tour pour voir le dossier financier, parce que ce n'était pas toujours évident.
Donc, mais nous avons été libres de les choisir. On a été associés aux appels d'offres, où on a été présent au moment de l'ouverture des lots pour les appels d'offres. Mais au niveau du chantier, ça, bon, on n'était pas spécialement compétents. Et notre logis est resté maître du chantier. On participait aux travaux, aux visites, au suivi des travaux, mais pas aux réunions de chantier. Alors, les locatifs sociaux, donc ça, c'était quelque chose d'important. Au niveau des locatifs sociaux, ils ont été recrutés par la voie normale, ils sont passés en commission, comme tout postulant. Mais cependant, notre logis s'était engagé, ils l'ont fait, de contacter les personnes de la commission pour présenter l'habitat participatif. C'était quelque chose donc de nouveau au niveau de la commission. Donc notre logis a présenté, donc pas les dossiers, mais le principe de l'habitat participatif. Et lorsqu'on avait sélectionné des futurs locataires, on leur a demandé très vite de signer la charte, notre charte de vie commune, ainsi que le règlement de vie commune. Et ces dossiers ont été joints à leur dossier de demande. Les documents ont été joints de façon à être présentés donc, au niveau de la commission, et ce qui a permis quand même l'entrée dans notre projet des ménages qui ont participé dès le départ à l'élaboration du projet. Et ils ont tous passés au niveau de la commission. Donc, au niveau de la dynamique du groupe, le fait de travailler avec le bailleur, ça a énormément soudé le groupe. Le fait que tout le monde travaillait, participait à toutes les réunions, que ce soit les locataires, les propriétaires, les réunions avec notre logis. Nous, on a eu beaucoup de réunions. On se réunissait tous les 15 jours, 3 semaines, de façon à bien monter le projet. Donc, énormément de réunions entre nous, ça nous a soudés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, notre logis nous a mis des échéances qu'on semblait vraiment très courtes. Bon, pour vous dire qu'on a eu l'accord pour l'achat du terrain au mois de juin. Et notre logis nous a dit, permis de construire, déposé au mois de décembre. Alors 6 mois avec les vacances entre deux, donc c'est vrai que ça a été un peu hard. On a eu beaucoup de réunions avec l'architecte, avec notre logis, entre nous, mais on a réussi. Le 8 décembre, le permis de construire était déposé. Donc, je vous remets le calendrier un petit peu. Donc, les premières discussions, les premières réflexions en 2011, puis le bailleur, l'intergénérationnel, le terrain. Et puis, après, on a eu un gros coup de massue, comme on ne vous le souhaite pas à ceux qui montent les projets. C'est qu'on a eu des fouilles archéologiques. Donc là, ça a été très dur pour le moral. Mais tout le monde a résisté. Il n'y a pas eu de départ suite à ça. Et donc le projet a été reculé d'1 an, le temps que les fouilles soient faites et qu'après on ait l'autorisation de la préfecture. Donc 1 an de retard. Et finalement, en 2018, la livraison de notre projet, du bâtiment. Donc beaucoup de joie, de désespoir, mais beaucoup de bonheur. Donc voilà les 2 photos en 2018, telles qu'on a eu le bâtiment, au moment où le bâtiment a été livré. Donc un temps magnifique, beaucoup de sécheresse. Donc un terrain qui avait été semé en pelouse, mais rien n'avait poussé. Donc c'était. Et puis 3 ans plus tard, ça c'était il y a peu de temps, avec énormément de végétation, notre jardin partagé qui a bien poussé.
Donc une partie du groupe, une photo du groupe, c'est très difficile d'avoir beaucoup de monde. Tout le monde, on est nombreux et que voilà. Et donc le soutien, donc on a eu des soutiens financiers qui ont été bien précieux de la Fondation de France, de la métropole de Lille et de la Massif, et beaucoup de soutien aussi de l'association régionale de l'habitat participatif. Ah mais c'est pas moi. Voilà, je vous remercie. Et je vous propose du coup de passer la parole à Jérôme Marais. Et ensuite, on pourra revenir plus en détail sur le projet. Vous, du coup, Jérôme Marais, vous représentez 3F Notre Logis, mais vous n'étiez pas au tout début du projet. Et non, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, je n'ai pas touché au micro. Allô, allô. Est-ce que ça va mieux? Oui. Bonjour, donc oui, je suis Jérôme Marais. Et en effet, alors moi je ne faisais pas partie du groupe, mais les occupants, eux, ne sont pas partis, mais les 2 personnes qui ont travaillé chez nous, eux, sont partis après ça. Alors je ne sais pas si c'est un effet lié à ça ou pas, en tout cas, non, je plaisante évidemment. Donc à droite, vous avez Vincent Sola, qui était à l'époque le responsable de programme de l'opération, et à gauche, Jean-François Auchin, qui était le directeur développement. Donc en effet, c'est grâce à ces 2 personnes, je pense que ce projet a pu être réalisé, parce que je pense que sans leur feu vert, et quand j'entends que des bailleurs n'avaient pas accepté, je vais vous expliquer un peu peut-être pourquoi les craintes ont pu avoir lieu. Donc Vincent Sola, à l'époque, donc, est responsable de programme. Il gère toute la conception de programmes de logement locatif ou en accession sociale. Et Jean-François Auchin, donc le directeur du développement pour Notre Logis. Donc comme vous l'avez entendu, Notre Logis aujourd'hui a fusionné avec 3F et donc est devenu 3F Notre Logis. Donc il a assuré le montage classiquement sur une opération, mais également l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ou en tout cas au groupe, et ça c'était assez nouveau pour nous, parce que traditionnellement, je vais le redire après, quand on intervient sur des projets, classiquement les clients, que ce soit locataires ou accession, arrivent bien avant le montage de cette opération, quand c'est de l'accession libre plutôt au démarrage du chantier, et puis le locatif plutôt vers la fin. Donc c'était assez nouveau pour nous. Et donc il a fallu travailler avec le groupe pour que le projet puisse être conforme aux attentes du groupe. Et donc il a accompagné en effet tous les habitants dans la mise au point du projet jusqu'à la réalisation. Alors pourquoi on a accepté? Alors à l'époque, on était déjà très sensible à la problématique de l'habitat. On avait, à la même époque à peu près, on s'était lancé dans des programmes de logement pour seniors. On s'était lancé dans des programmes d'habitat passif. Donc voilà, on avait vraiment, comment dire, on était très sensible sur l'économie des projets, sur les charges des clients, des locataires. Donc c'était vraiment une attention qu'on avait particulière sur ces programmes-là. Donc on s'est lancé dans divers projets. Vous avez à droite quelques références. Au milieu, c'est un habitat senior passif en R+2, donc c'était un peu compliqué. À gauche, c'est un habitat également senior, mais là, plus traditionnel du Nord, avec de la brique blanche. Voilà, une architecte assez traditionnelle du Nord. Et notre bâtiment à droite, c'est un bâtiment passif, c'est nos bureaux. On s'est dit, tant qu'à faire, si on doit inculquer ces éléments-là à nos clients, autant voir comment nous, on serait dans des bâtiments passifs également. Et donc cette sollicitation, ça nous a permis à nous de se dire, tiens, on se lance dans divers projets, pourquoi pas se lancer dans ce projet-là? Ça va nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences pour l'entreprise, mais aussi personnelles. Alors c'est un peu petit, donc d'ici je vois bien, mais je pense que là-bas au-dessus vous ne devez pas bien voir. Donc c'est évidemment un travail collaboratif. Je vous l'ai dit, le client est généralement associé plutôt à la fin du chantier ou au démarrage,
mais rarement au début. Donc ça, c'était assez nouveau pour nous. On a donc pour l'habitude de réaliser, c'est vrai, un programme conforme à notre cahier des charges. Ce cahier des charges, il est réalisé en fonction des retours de nos anciens clients. Et donc là, le fait d'avoir un groupe d'habitants avec des souhaits, des envies, ça nous a un peu perturbés. L'idée, c'était quand même de réaliser un projet qui, malgré tout, puisse convenir à un grand nombre d'habitants. Puisque dans l'idée, c'était de se dire aussi, attention, on est sur un projet collaboratif. Alors, sur l'expérience de Vinodesk, je pense, mais sur d'autres projets également collaboratifs, je le vois. C'est-à-dire qu'entre le moment, on l'a vu tout à l'heure, le démarrage c'est 2011 et la livraison c'est 2018, bah, il se passe des choses. Les gens vieillissent, les gens grandissent, et donc il y a peut-être des habitants qui, du coup, au départ, ont le souhait d'arriver dans ce type de programme, et puis au fur et à mesure, peut-être s'en vont. Donc l'idée c'est qu'un client qui arrive en cours de projet puisse se retrouver dans un logement qui est habitable. Alors même si dans ce programme-là, je sais qu'on a fait un type 6, c'est clairement quelque chose qui n'est pas dans notre cahier des charges, mais on s'était dit, bon, un type 6, on trouvera toujours une famille qui pourra rentrer dans ce type de logement, ou dans le pire des cas, le transformer en 2 type 3. Mais voilà, c'était des modifications qu'il a fallu faire. La première des choses, en tout cas, que j'ai envie de dire, moi, pour l'habitat participatif, c'est qu'il a fallu apprendre à se faire confiance. Et ça, c'est pas, enfin, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour nous, parce que quand vous arrivez sur un projet, en tout cas, ce type de projet-là, je le dirai tout à l'heure, mais c'est une expérience humaine importante. Et si elle doit être agréable, il faut qu'on soit transparent. Et donc, c'est vrai qu'on a travaillé à livre ouvert. L'idée, c'était qu'on partage nos bilans. On n'avait rien à cacher. Clairement, sur ce type de projet, on n'a pas envisagé de marge sur la vente des logements. Mais c'était en tout cas une idée pour nous de se faire une expérience sur ce type de projet. Et puis, il a fallu aussi être bienveillant et pédagogue. Je sais que quand on intervient comme ça, même nous, maîtres d'ouvrage, face à des architectes qui ont quelquefois des idées préconçues sur l'habitat et qui savent mieux que d'autres comment faire, et bien là, vous arrivez avec des habitants qui ne savent pas déjà comment réaliser ce type de projet. Ils ne connaissent pas les différentes phases de la réalisation de ce type de projet, donc il faut être pédagogue. Il faut expliquer, et c'est vrai que ça prend du temps. Et donc ça concerne le maître d'ouvrage, ça concerne les habitants, ça concerne tous les intervenants du projet. Donc j'ai dit l'architecte, le notaire, pas évident aussi quand vous arrivez à un programme participatif où vous avez des souhaits avec des associations, enfin des choses comme ça. C'est nouveau aussi pour eux, donc voilà, c'est un gros travail sur soi. Et moi, ce que j'ai envie de retenir sur alors, il y a plein de choses à retenir sur ce projet d'habitat participatif, mais j'en ai noté quelques-unes. Donc, je vous l'ai dit, c'est rendre compte régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des problèmes, il faut le dire. Quand on fait des erreurs, il faut le dire. Quand il y a des modifications, des ajustements, il faut en parler. J'ai pour expérience un habitat que nous allons reprendre où le bailleur n'était pas en tout cas intervenu de cette manière-là, et le groupe du coup s'est senti un peu délaissé. Et puis voilà, vis-à-vis de ce projet-là, le groupe à un moment donné a dit bon, écoutez, on abandonne parce que notre idée c'est vraiment de participer à la conception du programme et pas de subir la conception. Mais il faut aussi cadrer cette opération, puisque comme je vous l'ai dit, c'est assez long. Ça, il faut aussi que les clients le sachent. Quand ils arrivent sur un projet, il y a peut-être des idées préconçues où on arrive et puis dans 3-4 ans, on est dans les logements. Bon, c'est pas le cas. Alors encore plus là dans ce projet-là, puisqu'il y a eu des fouilles archéologiques, mais ça prend du temps. Donc voilà, il faut être conscient de ce temps-là. Il faut que les clients, en tout cas, en aient conscience. Et donc nous, on avait essayé quand même de faire un programme conforme à notre cahier des charges. On a essayé de limiter les options parce qu'on prend beaucoup de temps à la conception. Si en plus vous avez X options par logement, c'est des temps en plus. Donc là-dessus, je pense que, enfin voilà, tout le monde a joué le jeu sur ces points-là. Et puis il y a des espaces communs à réaliser, il faut les financer, donc il y a un nombre de logements aussi minimum, puisqu'on pourrait avoir des groupes d'une dizaine de personnes qui disent nous on a envie de faire un tel projet. Bon, il faut être conscient que
aux alentours de 20 logements, c'est bien. En dessous, c'est un peu compliqué de financer des espaces communs, surtout quand on les veut spacieux. Il faut être agile, ça je parle pour nous bailleurs, parce que quand vous arrivez, j'imagine Jean-François et Vincent, quand ils sont allés voir le service commercial ou le service financier en disant on a un programme, on ne sait pas très bien comment on va le faire, on a envie de réaliser une convention, mais voilà, écoutez, quand vous êtes un petit bailleur, puisque c'est vrai qu'à l'époque on est le bailleur local, on a 5000 logements, on est 80 salariés je vais dire. Voilà, c'est facile pour nous d'aller voir le service financier qui est le bureau à côté pour intervenir. Donc c'est alors tous les services, mais aussi les administrateurs. Quand vous allez présenter un tel projet aux administrateurs, vous leur dites écoutez, on va faire un projet qui a priori les bailleurs voisins n'en veulent pas, on va pas faire de marge. Bon, voilà, pas évident. Et il faut évidemment avoir le soutien des collectivités. Clairement, quand vous présentez ce type de projet, vous présentez ce type de projet, vous connaissez peut-être certains les difficultés à obtenir des permis de construire. Voilà, il faut donc présenter les projets, il faut que la collectivité soit porteuse. Alors là, pour le coup, sur Villeneuve d'Ascq, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est une chose importante. Et puis, ne pas sous-estimer la conduite d'opération. Ce que j'entends par la conduite d'opération, c'est donc l'accompagnement. Je le disais, il faut être pédagogue. Quand on est maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, il faut savoir intervenir plusieurs fois pendant tout le déroulement du chantier. Des fois le soir, souvent le soir, mais c'est plutôt plaisant quand c'est autour d'un verre. Mais voilà, c'est du temps passé, c'est le samedi matin, donc ça c'est important que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre le sachent. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ. Et puis je l'ai dit, c'est une expérience humaine, et pour qu'elle soit agréable, il faut être transparent, il faut éviter les méfiances, et je pense qu'on l'a été, et c'est, je pense, les clés de la réussite d'un tel projet. Voilà. Merci. Alors, je vous propose peut-être de voir s'il y a des questions dans la salle. Je vais me faire... alors, la règle, c'est que c'est retransmis en streaming, donc il faut également parler dans le micro. Bonjour. J'ai deux questions pour Monsieur Maret, une pour Madame Petitjean. Donc, concernant les questions à Monsieur Maret, vous comptez quelle durée supplémentaire pour un projet d'habitat participatif par rapport à un projet classique, d'une part, et est-ce que 3F avait fait déjà des projets d'habitat participatif avant de fusionner avec Notre Logis, ou est-ce que c'est l'expérience de Notre Logis qui a inspiré 3F? Alors, première question, donc c'est la durée supplémentaire. Et pour Madame Maret, ma question c'est qu'est-ce qui est prévu pour le renouvellement des locataires? Je vais commencer. La durée, c'est un peu compliqué. Je dirais que pour cette opération, si je pars sur une opération classique, on est sur, je pense, 5 ans. Donc il y a eu l'archéologie. Donc je dirais qu'entre, je pense, 1 an de plus, ça ne serait pas dérisoire. Ce qui est long, c'est ces temps d'échange qui sont, qui sont assez importantes, hein, mais c'est vrai que c'est assez long. Il faut que le groupe d'habitants ait conscience de toute la conception. On a dit des conventions à établir, il y a des règlements, des chartes. Alors ça, c'est fait plutôt en interne auprès du groupe. Et puis en interne, après, chez nous, au niveau du maître d'ouvrage, il y a des décisions qui sont assez longues à prendre. Mais je dirais, oui, environ 1 an de plus pour ce type de projet. La deuxième question, excusez-moi, j'ai déjà perdu. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que vous aviez fait des projets d'habitat participatif à 3F avant de fusionner avec Notre Logis? Alors,
nous étions Notre Logis. Donc c'était notre première opération d'habitat participatif chez Notre Logis. Et on a fusionné l'année dernière avec 3F. Et chez 3F, il n'y a pas eu d'autre expérience que ce projet-là. Alors depuis, on a 2 autres expériences qui ont démarré, une qui est livrée à la fin du mois, mais c'était notre première expérience. Ouais. Donc est-ce qu'il faut plutôt s'adresser à ce moment-là à des bailleurs de petite taille? Je vous parlais d'agilité. Alors, je vous parlais d'agilité, ça n'empêche qu'aujourd'hui, même si on fait partie d'un gros groupe, notre force est de rester agile. Parce que voilà, toute la direction, l'administration est en interne dans la région. Donc on n'est pas moins agile aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans. Quoi. Donc non, je ne pense pas. Donc là, je vais répondre à l'autre question concernant les locataires. Donc, les locataires, pour l'instant, on n'a pas eu de cas de départ. Donc, ça fait 3 ans tout juste que nous sommes là. Il n'y a pas eu de départ de locataires. Mais il a été convenu qu'on choisirait aussi les futurs locataires. Donc, avant que leur dossier soit présenté en commission. Ça a été la demande de Notre Logis, du bailleur, et la demande de la ville aussi, de Villeneuve-d'Ascq. Quand on les avait rencontrés, ils nous avaient dit le plus simple, c'est que ce soit vous qui les choisissiez. Avec le petit problème, c'est que les délais généralement sont courts, que les locataires donnent leur démission 1 mois avant de partir. Donc ça risque d'être un peu chaud. On demande aux locataires, s'ils ont l'intention de partir, qu'ils nous le disent le plus vite possible, quoi. Mais ce sera la même chose. On fera une présélection avec, on leur demande de signer la charte, le règlement, et leur dossier passera en commission d'attribution. Donc il y a une dérogation par rapport aux règles d'attribution habituelles des... Alors c'est une dérogation qu'on se donne, oui. Oui, d'accord. Ok. Donc c'est accepté. Oui. D'accord. Ok. J'ai pu pousser là. Oui. Il y en a plusieurs. Merci. Bonjour, Élodie Desmith du collectif Échafaudé, accompagnateur de projets d'habitat participatif sur la région angevine. J'avais une question, peut-être je pense pour Monsieur Marais. Est-ce que les habitants ont participé au choix de l'architecte, ou est-ce que c'est vous qui avez amené l'architecte? Et une autre question aussi, est-ce que vous avez été, je crois que non, mais je suis surprise, est-ce que vous avez été accompagné justement par des facilitateurs, notamment pour tout ce qui est atelier d'intelligence collective, faire monter le groupe en compétences collaboratives, etc. Merci pour votre réponse. Alors pour la première question, je vais laisser répondre parce que j'étais pas là, donc je ne sais pas vous dire. Pour la deuxième, en tout cas, alors je m'excuse, j'ai déjà oublié la deuxième. Est-ce que vous avez été accompagné par des facilitateurs sur les ateliers de conception? Alors pas du tout, pas du tout. On a eu, alors j'ai pu rencontrer après pour les projets à venir des assistants, mais pas du tout pour ce type de projet. Je pense qu'à l'époque, Jean-François Auchin et Vincent, voilà, s'étaient dit c'est une expérience. De la même manière que quand on s'est lancé dans des projets d'habitat senior ou passif, on s'est dit c'est tout, on va apprendre au même titre que le groupe d'habitants et puis on va y aller petit à petit, pas à pas. Bon, c'est un peu plus long, mais voilà. Encore une fois, c'est le fait d'être une petite société, je pense, en tout cas, a permis d'avancer prudemment sur ce type d'opération et puis de prendre le temps. Je le dis toujours, pour qu'une opération soit bien faite, il faut prendre le temps. Bon. Alors, je réponds au niveau de l'architecte. Donc, en fait, non, nous n'avons pas choisi l'architecte parce que notre
programme était commun avec un autre programme d'un opérateur immobilier privé, et sur le même terrain, donc avec un petit immeuble et des maisons. Et en fait, c'est le même architecte qui a fait l'ensemble du programme. Et donc, c'est l'opérateur immobilier qui a choisi l'architecte. Bon, en fait, c'est une architecte qui connaissait un petit peu quand même l'habitat participatif, parce qu'elle avait la famille qui habitait en habitat participatif, donc toute jeune, elle connaissait. Mais elle savait que ça demanderait beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Elle en était parfaitement consciente, et ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le choix, voilà. Et tout à fait au début, on avait souhaité être accompagné par une AMO. On a eu quelques réunions avec l'AMO, et après, donc on a arrêté parce que notre logis n'avait pas souhaité intégrer le coût de l'AMO dans le programme, et souhaitait donc travailler directement. Et puis bon, ça a été... on a abandonné parce qu'on ne pouvait pas payer séparément la MO. Et ça s'est bien passé aussi. Bonjour, Jean-Luc Rocan, Société Harmonie. D'abord, merci pour votre humilité, Monsieur Marais. Dans le monde de la promotion immobilière et des bailleurs sociaux, c'est agréable, je dirais, d'avoir deux mots qui résonnent, c'est confiance et transparence. Et vraiment, merci, parce que je crois que ce sont les bases justement de la réussite du projet que vous avez réussi ensemble, et de cette intelligence collective dont parlait Madame qui est juste devant moi. Deux questions, une pour vous. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans votre structure dans laquelle vous travaillez, et quid, je dirais, de la volonté de votre structure pour des projets à venir? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer ou pas? Et la deuxième question, c'est, et là c'est aux deux, la parcelle sur laquelle vous avez implanté votre lieu de vie, quel lien avec les besoins de la commune, au niveau, je dirais, des associations, au niveau des structures environnantes. C'est-à-dire qu'au niveau urbain, quels sont les liens que vous avez pu tisser, et est-ce qu'ils ont été pris en compte dès le début? Merci déjà. Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Pas grand-chose en fait. On était déjà, enfin voilà, notre société, comme je vous l'ai dit, on essayait d'être, on était déjà très sensible à l'habitat à l'époque, et on a une gestion interne qui est plutôt transversale. Donc le fait d'arriver avec un projet qui était celui-là, qui était nouveau, a permis, enfin tout le monde a compris au sein de l'entreprise que c'était une chance pour nous d'apprendre une nouvelle façon, en tout cas c'était une nouvelle façon de travailler, d'apprendre de nouvelles compétences, et voilà, enfin non, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Le fait d'intervenir très tôt comme ça avec un groupe d'habitants, c'était aussi, enfin voilà, je pense assez ancré chez nous, le fait de, même si on travaille avec des cahiers des charges types, des choses comme ça, mais c'est notre objectif aussi, quand je dis que notre cahier des charges est conçu avec l'expérience des anciens clients, c'est qu'on essaye, en tout cas pour toutes les opérations qu'on réalise, d'avoir ces retours systématiques de nos clients. On fait des réunions un mois après la livraison pour savoir est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des choses qui semblent déroutantes ou pas. On a ces allers-retours, alors on travaille avec différents pôles, hein, le pôle montage, le pôle chantier, mais c'est pas quand moi je travaille au pôle montage, je dis pas tiens le pôle chantier, voilà ce dossier, débrouille-toi. Enfin, il y a beaucoup d'allers-retours entre les différents services, et donc voilà, on a continué à travailler comme ça. Donc ça n'a pas changé grand-chose, à vrai dire, non. Et la deuxième question. Alors je vais vous la resynthétiser. Est-ce qu'au démarrage du projet, il y a eu une prise en compte des besoins, de répondre aux besoins par votre projet, des besoins périphériques, c'est-à-dire des liens à tisser avec les structures environnantes, les commerces, les associations, etc. Alors là,
je ne sais pas vous dire pour cette opération-là. Sylvie, elle doit répondre. La question aussi. Bah oui, c'est tout. Alors, à l'origine, non. Au niveau du quartier, ils n'avaient pas d'exigence. La mairie n'avait pas d'exigence, mais ils nous ont posé beaucoup de questions. D'ailleurs, on a dû présenter 2 fois notre projet au conseil de quartier. Et on nous a posé beaucoup de questions justement sur l'ouverture qu'on allait avoir, si on n'allait pas se replier sur nous-mêmes. Et en fait, alors dans la réalité, bon, on s'ouvre aux voisins proches, ça c'est sûr que dans la rue, là, les fêtes, on peut les faire ensemble. Là, il n'y a pas de problème. On s'est ouvert au niveau du centre social. Donc, on avait eu des contacts tout de suite avec le centre social. Donc, on a fait une opération là au printemps. Normalement, c'est les fenêtres qui parlent, mais nous, on n'a pas de fenêtre. On a une grande grille qui donne sur la rue. Et en fait, on a décoré la grille. Et ce sont des jeunes du quartier, du centre social, qui sont venus avec un graffeur et qui ont décoré la grille. Et donc là, les gens du quartier s'arrêtent, discutent, voilà. Mais plus d'ouverture, actuellement, non. On n'a pas eu. Et il n'y avait pas d'exigence, mais c'est vrai qu'on nous a posé la question. Je voulais juste revenir sur les changements, parce qu'on l'a posé du coup à l'opérateur. On peut peut-être aussi la poser au groupe. Si vous, du coup, il y a eu un changement dans la dynamique, au niveau du groupe, en fait, dès l'entrée de l'opérateur. Oui, le fait d'avoir beaucoup de réunions entre nous, donc c'est vrai que ça, bon, on a été facilité par nos voisins d'Anagramme, donc ils nous prêtaient leurs locaux. Donc ça, c'était super parce qu'il fallait se réunir. Donc voilà, on a appris à se connaître, on a fait des week-ends, on a fait bon. C'est au niveau de la dynamique, c'est vrai que c'était quand même important et bon, on est tous prêts à continuer ce dynamisme et voilà. Et au niveau du rythme aussi, des jalons Alors au niveau du rythme, c'est vrai qu'on a moins de réunions, mais on se voit, on fait les fêtes, on fait des groupes de discussion, on se retrouve dans le jardin. Enfin bon, la dynamique est toujours là, bien sûr. Hein. Même voilà, même pendant le confinement, des balcons, on arrivait à faire du yoga, du qigong, soit dans le jardin, soit sur nos balcons, ceux qui ne voulaient pas descendre, mais on a continué et on se parlait, on s'entraidait, bon, enfin, comme dans tout groupe. Et vous, ça n'a pas forcément amené de changement, mais au moins ça vous a conforté dans la démarche. Oui, c'est vrai que c'était la deuxième question. En effet, on ne s'est pas arrêté là. On a continué cette expérience. On a donc une opération d'habitat participatif sur l'île qui a démarré peu de temps après et qui sera livrée donc à la fin du mois. Et une autre opération pour le coup, où là c'est également sur l'île, où c'est un bailleur qui s'était lancé dans ce type d'opération. Et voilà, et le groupe, le bailleur ont été un peu essoufflés. Donc on a récupéré ce dossier, là il y a de ça quelques mois maintenant. On dépose le permis à la fin du mois. Donc c'est une belle expérience. Encore une fois, c'est une expérience humaine. Donc pour nous, en tout cas personnellement, responsable de programme, c'est très enrichissant. Et donc c'est évidemment du temps plus important. Mais voilà, c'est une expérience qui est pour nous très enrichissante. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, la seule chose pour le coup qu'on a intégrée dans ces nouvelles opérations, c'est évidemment cette expérience et le fait de tout ce temps passé. Voilà, il ne faut pas le minimiser parce que c'est vrai que quand vous passez plusieurs moments à échanger sur ce type d'opération, il faut pouvoir l'intégrer dans les nouvelles opérations qui arrivent, quoi. Du coup, je me permets juste de rajouter, est-ce que dans votre raison d'être de votre structure, est-ce que vous êtes dans une écriture d'une raison d'être par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette nouvelle orientation, et est-ce que vous êtes dans une démarche d'entreprise à mission ?
d'entreprise, pardon? À mission, loi Pacte 2019. Alors, excusez-moi, Joker. Oui, ça, c'est clair. Ça fait déjà quelques temps, ça fait quelques années qu'on essaie de s'inscrire dans ce type de dynamisme. Et oui, je pense que on est clairement inscrit dans ce type de dynamisme-là, oui. Bonjour, Mathieu Jeanvrin, je suis élu Ville de Rennes et Rennes Métropole au logement et à l'habitat participatif. Humblement, j'ai une question pour revenir juste un tout petit temps en arrière sur le logement social. À Rennes, on est fiers de dire qu'on a en fait un moyen d'accès au logement social qui est particulièrement attentif au profil des gens, qui passe par des commissions. On regarde le profil social des personnes, on y fait attention et on les met en ordre de fil pour avoir accès au logement social en fonction des biens. Qu'est-ce que vous me conseillez pour l'habitat participatif? Ça va être ma première question, parce que finalement, si vous décidez, vous, du prochain locataire, à Rennes, on va manquer un peu d'objectivité, en fait, pour ça, et on va avoir du mal à le faire autrement. Et d'ailleurs, on est plutôt fiers de pouvoir le faire comme ça, donc il faut qu'on y réfléchisse. Et la deuxième question, c'est l'habitat participatif en lui-même. Dans son identité, vous avez construit un logement avec des gens. Du coup, il y a des gens qui vont rentrer après, qui n'auront pas vécu cette aventure avec vous. Est-ce que ça vous inquiète dans la façon de vivre ce logement avec des nouvelles personnes qui n'auront pas participé à la construction? Alors, pour la première question, c'est évidemment une très bonne question. Donc cette première opération, c'était un point bloquant. Il a fallu rencontrer les collectivités, rencontrer la DDTM pour expliquer ce que c'était que l'habitat participatif. C'était nouveau. Et clairement, alors c'est vrai que quand vous lisez la loi Allure, le locataire doit normalement intégrer le logement à l'issue. Mais un habitat participatif, si votre client arrive qu'à la fin, je ne vois pas en quoi il est participatif, en tout cas. Donc voilà, nous, on a pris le parti d'établir une convention entre le groupe et nous. On a été voir la DTM, on a été voir les collectivités, on leur a expliqué. Et voilà, certains disent quelquefois il faut savoir tordre le cou à la réglementation. C'est ce qu'on a fait parce que on n'imaginait pas que ce tel projet puisse se faire autrement, quoi. Je suis désolé, je ne veux pas que ça en devienne une conversation pendant quelques heures. On pourra se revoir après pour en discuter plus longuement. À Rennes, on a la chance d'aller beaucoup plus loin que la réglementation sur la question de critérisation. Donc au-delà de tordre le cou à la règle, en tout cas, on s'applique de notre côté à prendre plus largement le profil des gens. Et c'est ça qui nous pose problème dans notre système établi, qui nous semble, à nous et aux personnes qui font demande de logements sociaux, d'être pris en compte dans le spectre de leurs difficultés, de leur profil. Et de part et d'autre, on trouve ça plutôt bien. Maintenant, on aimerait faire la même chose pour l'habitat participatif. Et on commence. Oui, c'est vrai que notre projet était quand même à l'initiative des habitants et non pas d'un bailleur, comme on peut voir quelque part. Et donc, c'est vrai qu'on a choisi les habitants, à la fois les PSLA, les libres et les locataires. Ils ont travaillé avec nous tout le temps et c'est vrai que c'était difficilement concevable qu'après, au niveau de la commission, le logement soit attribué à quelqu'un qui ne connaissait pas l'habitat participatif. Donc, c'est vrai que c'était quand même une bonne chose qu'il puisse y avoir cette dérogation. Et c'est vrai que la mairie nous a dit, oh là là, c'est compliqué, l'habitat participatif, surtout vous vous occupez des locataires, nous on ne veut pas s'en mêler. Donc voilà, et c'est vrai que ça a été fait comme ça, on souhaite que ça continue à se faire comme ça. Alors après, au niveau du renouvellement, que ce soit des locataires ou que ce soit d'autres
logement des propriétaires. Là, on a eu un départ avec... il a fallu choisir aussi. Donc, on reçoit les candidats et puis, voilà, on discute et on choisit aussi, quoi. Donc, au niveau des locataires, on aura une durée qui sera plus courte, c'est vrai, mais on fera en sorte que les personnes qui viennent soient des personnes qui connaissent l'habitat participatif et qui aient envie de vivre. Même quelquefois, ils ne connaissent pas, mais il faut qu'ils aient envie de vivre. Il y en a qui nous disent « Oh non, non, moi, ça ne me correspond pas, on ne veut pas vivre en habitat participatif, quoi. » Donc, c'est quand même important d'avoir ces échanges et que ce ne soit pas... des logements qui soient attribués juste sur un dossier de demande. Bonjour. Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice et les Arcs en Savoie. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on est soumis à des grands soucis de spéculation au niveau des habitats, mais je pense que sur les grandes villes comme Rennes, Lille et autres, vous avez les mêmes problématiques. Donc moi, mes questions, c'était d'abord au niveau du rôle de la collectivité, au niveau du prix du terrain. Alors, est-ce que vous avez eu un tarif préférentiel par rapport à ce terrain de la part de la collectivité ? Je ne pense pas. C'était le terrain était un terrain municipal. C'était estimé par les domaines et il a été vendu au prix des domaines. D'accord, très bien. Et au niveau du prix de sortie des logements, est-ce que du fait de la qualité du bâtiment qu'on a vu en photo, est-ce qu'on était sur des coûts, des prix de sortie des logements qui étaient globalement plus élevés que ce qu'on peut retrouver habituellement ? Alors, je ne sais pas le prix ailleurs. Je peux vous dire, nous, le prix PSLA, sortie PSLA, 2375, je crois, le mètre carré. Espace commun compris, hein. Le prix incluait tous les espaces communs. Ça, c'est quelque chose d'important à dire. Et on est arrivé à un coût qui, je pense, qui est bien raisonnable par rapport à d'autres. Bon, le prix du livre, je ne sais pas, mais bon, il faut rajouter la TVA en plus. D'accord, très bien. Ensuite, au niveau du montage pour les habitants, donc là, on a bien compris qu'il y avait un espèce d'entretien avec les nouveaux propriétaires et les nouveaux locataires. Quelle est la forme ? C'est une copropriété, puisque effectivement, il y a du locatif, des propriétaires. Alors, on a deux choses. On a une copropriété classique, donc qui gère le bâtiment et qui paye tous les fluides, les assurances, tous les contrats d'entretien, etc. Dans cette copropriété, donc notre logis est représenté pour les 7 logements, donc au tantième. Hein, donc là, voilà. Et puis on a une association classique 1901 qui gère tout le courant. Et donc au niveau... et les locaux sont donnés, enfin, ou pour, je ne sais pas sous quelle forme exactement, je ne me souviens plus, à l'association. Et l'association s'occupe de la gestion courante au niveau des locaux. Et ce qui change beaucoup au niveau des locataires, c'est qu'au niveau de l'association, les locataires ont... exactement les mêmes droits que les propriétaires. Il n'y a aucune différence. Alors qu'au niveau de la copro, c'est notre logis, donc c'est le bailleur qui vote au niveau des assemblées générales sur ces tantièmes et non pas les locataires. Donc il y a voilà. Donc la gestion courante, les dépenses courantes sont libres. Donc notre logis fait confiance aux locataires. Mais lorsqu'il y aura effectivement des gros travaux, donc là c'est le propriétaire bien sûr qui gérera. Mais l'association est importante de façon à pouvoir intégrer complètement les locataires. Très bien. Alors, et une dernière question, je suis désolé, mais c'est passionnant et pour nous, c'est vraiment très important ces nouvelles formes d'habitat. Au niveau de la charte, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir avoir accès à cette charte pour pouvoir s'en inspirer pour des projets futurs ? Il n'y a pas de problème. Je me demande, normalement, elle doit être sur notre site, d'ailleurs, en principe. Je vérifierai, mais voilà.
Je pense que vous pouvez regarder sur la base de données de l'association Habitat Participatif France nationale. Et chaque groupe a sa fiche. Et je ne sais pas si vous l'avez mis, mais il y a pas mal de groupes qui mettent leur charte. Donc c'est en accès libre sur la base de données, en fait. Alors, il y avait une question par ici. Je ne sais plus qui était en premier. C'était vous? C'était madame? Allez-y, madame. Oui, c'est un peu dans la suite de ce qu'on vient de dire. Monsieur Marais, vous avez dit que ça avait pris 1 an de plus, il faut beaucoup de temps de discussion, que vous n'avez pas fait de marge sur ce projet-là. Mais moi, je me demande si après, à l'usage, du fait justement de cette association qui s'occupe de la gestion des locaux, est-ce que pour le bailleur, mais je n'ai pas très bien compris, il me semble que c'est encore vous, est-ce qu'il y a des coûts qui sont moindres et beaucoup moins de temps passé pour l'entretien et pour la gestion de la copropriété? Du coup, ça ferait un équilibre si on raisonne plus globalement. Non, on se retrouve en fait dans un bâtiment avec une copropriété classique, j'ai envie de dire. Hein. Donc, vous avez les propriétaires. Donc là, en effet, pour une partie notre logis et puis pour l'autre partie les clients classiques. Mais il n'y a pas de... Après, c'est de la manière dont on gère cette copropriété. Soit c'est classiquement via un syndic, ou soit, dans ces cas-là, c'est plutôt une association ou un groupe d'habitants qui peut, ou les deux, hein, ça peut être aussi. Mais non, il n'y a pas d'économie apportée par ce type d'habitat sur la gestion. Alors les économies, c'est les économies que vont avoir les clients, aussi bien acquéreurs que locataires. Parce qu'en effet, si c'est une gestion interne, vous n'avez pas les coûts de syndic. Si c'est un nettoyage des poubelles interne, vous n'avez pas une entreprise qui intervient. Donc ça, en effet, pour le client, c'est une économie, oui. Oui, parce que, je précise, mais ça semble certainement évident, qu'au niveau de la copropriété, on a un syndic bénévole et on ne passe pas du tout par un syndic professionnel. Et donc, effectivement, les économies pour les locataires, c'est ce syndic, c'est tout l'entretien des espaces communs, du jardin, les poubelles. Tout est fait par nous-mêmes et les charges des locataires sont moindres dans notre habitat. Bonjour, merci pour cette présentation. Je trouve ça intéressant ce que dit le maire sur la spéculation immobilière sur le foncier. Et du coup, je m'interroge aussi sur la spéculation immobilière, mais sur le bâti, c'est-à-dire sur le coût de revente des logements. Peut-être vous avez précisé votre statut juridique en tant qu'habitat participatif. Vous dites copropriété. Donc du coup, comment vous protégez aussi cette spéculation immobilière à long terme, dans la mesure où vous avez un statut de copropriété? Est-ce que vous avez des documents en place qui permettent du coup de plafonner les coûts de revente? Ou comment ça s'organise dans votre habitat participatif? Est-ce que c'est un choix, la copropriété, et pourquoi? Alors, nous, on n'a pas du tout travaillé dessus. C'est vrai qu'on a eu un départ d'un propriétaire au bout d'1 an, où c'est le propriétaire qui a estimé le prix du logement qu'il a vendu. Donc, on a eu un petit peu notre mot à dire, mais sans ça, on n'a pas de recul, on ne sait pas. Ça, faudrait voir avec des habitats qui ont plus de recul. Il y avait un atelier ce matin, mais à la même heure que nous, avec Jean-Louis Seyé sur justement la revente des logements. Et je ne sais pas, peut-être que Marie-Cécile pourra répondre mieux. Oui, moi j'habite à Nagram depuis 30 ans. Et justement, on a été confronté plusieurs fois à des ventes. Et à chaque vente, on se repose des questions. C'est vraiment une vraie question, hein, la revente des logements. Nous, on essaye pour lutter contre la spéculation financière, on dit que le choix des acheteurs n'est jamais en fonction de celui qui va mettre plus d'argent. On fixe un prix, on ne peut pas monter au-dessus. Le choix, il n'est pas celui qui va renchérir, parce qu'on a déjà eu ce genre de choses. Mais c'est quand même très difficile, parce que comment estimer parce que nous, on estime que la personne qui vend doit pouvoir se reloger ailleurs. Donc ça doit être sur le prix du marché. Comment estimer de manière juste le prix du marché sans spéculation, c'est hyper difficile.
Je pose cette question parce que justement, si on réfléchit à la spéculation immobilière avant de monter son projet, du coup, on réfléchit au statut juridique de son habitat participatif en fonction. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que la coopérative d'habitation, par exemple, elle a plus... Enfin voilà, il y a 1 milliard de questions et c'est pas du tout le sujet de cet atelier. Mais en tout cas, je voulais juste rebondir sur ce que monsieur dit. Parce qu'en tant que commune, je trouve ça intéressant qu'on puisse réfléchir pas seulement au prix de vente de son terrain, mais aussi au prix de vente de ses logements, sachant que dans un projet comme ça, il y a aussi l'accompagnement de la métropole européenne de Lille, donc une métropole urbaine, la Fondation de France, donc une fondation qui subventionne, je pense, le projet, ou qui accompagne en tout cas. Donc c'est pour ça, enfin, ça reste de l'argent public, et donc il y a un vrai enjeu derrière. C'est pas du tout pour faire une polémique, mais juste pour questionner, en fait, les choix de départ qu'on fait et qui ont des conséquences par la suite. Oui, bonjour. J'ai eu une partie de mes réponses sur les charges de copropriété. Par contre, par expérience, pour la partie locative, est-ce que le turnover me semble faible finalement? Est-ce qu'il est classique dans vos habitats ou est-ce que les gens restent plus longtemps parce que on se sent bien en habitat participatif? Écoutez, nous, ça fait 3 ans, tout juste, là, au mois de juin, et on n'a pas de turnover. Et apparemment, personne n'a envie de partir. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est classique. C'est vrai que c'est un petit peu le risque quand il y a des logements en location, en disant que dans un parc classique, je pense qu'il y a du turnover. Ici, non. En 3 ans, on n'en a pas eu et on ne souhaite pas du tout en avoir. Alors, je me permets juste de reprendre le micro et la parole. Parce que je vois que le temps avance et j'aurais aussi aimé pouvoir entendre ce que la ville et l'Eurométropole de Strasbourg peut nous partager justement sur son expérience sur le territoire. Parce que depuis quelques années, il y a une démocratisation des projets et une ouverture aussi à des montages avec des opérateurs immobiliers. Voilà, donc Alain, si tu veux bien nous partager ton retour. Alors oui, nous, on a commencé sur Strasbourg à monter des projets, à soutenir en tout cas des projets en autopromotion. Mais très très vite, on s'est élargi effectivement au montage avec des opérateurs immobiliers. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'était comment une collectivité pouvait effectivement être, facilitateur dans ce type d'opération. Alors, ça dépend étroitement, évidemment, de la taille de la collectivité. Ça dépend de la volonté politique, ça vous l'avez compris au débat hier. Mais ça dépend aussi de la taille, parce que c'est vrai que quand on a affaire à une petite collectivité, c'est des fois un peu plus difficile que quand on a affaire à une grande collectivité, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a une chose qui est déterminante, c'est le foncier. C'est-à-dire que la collectivité a un vrai pouvoir sur le foncier, ça vous l'avez compris. Donc, si une collectivité bloque du foncier pour des projets d'habitat participatif, ça change du tout au tout. Alors que ce soit maintenant du foncier en opération individualisée ou bloquer du foncier dans des lotissements, dans des ZAC, etc. Mais ça facilite la vie non seulement aux groupes d'habitants, mais aussi aux opérateurs, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en concurrence avec des opérateurs classiques sur ce foncier-là. Ensuite, il y a incité aussi sur le territoire de la collectivité les opérateurs à se lancer dans ce type de projet. C'est vrai que nous, on est allé à Strasbourg jusqu'à, par exemple, au niveau des organismes sociaux, de les consulter tous et de les inciter à s'engager dans ce type de projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, ils ont bien compris que la municipalité avait un vrai souhait, effectivement, de développer ces projets-là. Et comme ils n'ont pas trop envie de se mettre en travers de la municipalité, c'est vrai qu'il y en a certains qui se sont dit, pourquoi pas, on va tenter l'expérience, quoi. Donc, on a d'ailleurs assez récemment, et là, je vous ai posé une petite brochure que vous pouvez regarder, qui est juste à l'entrée, là-bas, monté aussi un projet d'habitat participatif avec un promoteur classique. Sur un modèle un peu particulier, mais qui est, là on est au 2e projet et au départ on avait quelques appréhensions sur la notion de vivre ensemble, parce que pour nous, habitat participatif, il y a 3 gros piliers. En fait, il y a le
le pilier de la co-conception, c'est-à-dire que les gens participent à la conception générale de l'immeuble et aussi évidemment à la conception de leur appartement en particulier, mais il y a aussi toute cette notion de vivre ensemble qui pour nous est fondamentale avec la charte de vie dont on parlait tout à l'heure. Nous, on parle souvent du fait qu'un projet d'habitat participatif, c'est d'abord un projet de vie qu'on transforme après en projet d'habitat. C'est-à-dire que le projet de vie, l'habitat en fait est une déclinaison du projet de vie en fait que le groupe va écrire, quoi. Et le troisième pilier, c'est la notion d'espace commun partagé, parce que c'est ce qui va aussi contribuer, une fois que les habitants vont entrer dans l'immeuble, à cultiver ce vivre ensemble, c'est clair. Donc, inciter effectivement les opérateurs à se lancer. Et donc, celui-là, c'était un promoteur assez innovant qui avait compris que c'était important d'associer les gens à la conception de l'immeuble pour vraiment répondre aux besoins, aux usages des habitants. Et on s'est dit, il faut sauter sur l'occasion et compléter en fait cette démarche par cette notion de vivre ensemble et d'espace commun partagé. Et il a joué le jeu, et aujourd'hui, on arrive à sortir avec lui des projets qui sont vraiment très intéressants et où les habitants ont vraiment leur place, quoi. Voilà. Ensuite, troisième chose, c'est mettre les gens en relation. Alors, on l'a fait au niveau de Strasbourg, et c'est vrai qu'on a une très belle expérience avec le quartier Strasbourg, qui est notre pendant au niveau de la dimension citoyenne. On a commencé à partir de 2012, je crois, je n'ai pas tellement la mémoire des dates, à conventionner avec l'association, et plutôt que de se battre chacun de son côté, effectivement, à vouloir développer l'habitat participatif, on a dit on va essayer de faire la route ensemble et on va se compléter dans notre démarche. Et ensuite, on a adjoint là-dessus un certain nombre d'aménageurs, des bailleurs sociaux, et qu'est-ce qu'on a encore dans le groupe, le CAUE. Et on a créé une espèce de, comité de pilotage historique sur l'habitat participatif à Strasbourg. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment fait, avancer. C'est ce qui a fait avancer en fait beaucoup la dimension de l'habitat participatif. On est à une quarantaine de projets aujourd'hui sur la ville et l'Eurométropole, quoi. Et c'est une expérience riche et que je suggère effectivement aux collectivités de tenter. Ensuite, mettre en relation, c'est aussi mettre en relation les habitants avec les opérateurs, parce que souvent les habitants qui veulent se lancer dans une opération ne connaissent pas les opérateurs. Les opérateurs ne savent pas à qui s'adresser quand ils ont cette envie de se lancer dans ce type de projet. Donc ça, c'est une chose qu'une ville peut faire sans difficulté, quelle que soit sa taille, quoi. Après, là où ça devient plus compliqué pour une petite, peut-être une petite collectivité, c'est la dimension soutien logistique et soutien réglementaire. Alors nous, à Strasbourg, par exemple, on accompagne en fait ce type de projet au niveau réglementaire, par exemple au niveau des PC. On fait un vrai travail, avant de déposer le PC, on fait un travail d'instruction en fait, du dossier de PC avec les groupes et les opérateurs quand il y en a, pour ne pas avoir de soucis en fait, au moment de l'instruction du permis de construire, quoi. C'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant systématiquement en amont, aussi pour être sûr de l'intégration urbaine du projet dans le cadre de vie et pour ne pas avoir de surprise à un moment donné et un refus du permis de construire. Alors, c'est vrai que je ne dis pas que c'est simple, parce que moi qui ai un petit peu cette casquette de l'habitat participatif à Strasbourg, j'ai quand même vécu, et c'est la question à un moment donné qui a été posée par quelqu'un dans la salle, j'ai vécu des résistances internes au niveau des services. Parce que les gens ont des habitudes de travailler, de dire qu'on va instruire un permis de construire avec un groupe qui ne l'a pas encore déposé, ce n'était pas dans leurs habitudes, quoi. Donc c'était un peu révolutionnaire. Ils se sont dit, mais pourquoi on devrait faire ça? On n'a jamais fait ça, etc. Enfin, et c'est pareil au niveau de notre service politique foncière immobilière, quoi. Je veux dire, on a des résistances qu'il faut essayer de lever, quoi. Parce que les gens n'ont pas l'habitude dans les services de travailler comme ça, et que d'associer le citoyen très en amont dans la démarche et de lui donner une vraie place, ce n'est pas dans les habitudes d'une administration, quoi. Voilà, donc il y a ça, la logistique. Ensuite, il y a la logistique. Alors nous, on a par exemple fait tout un travail sur les montages juridiques. Donc il y a les montages juridiques avant la loi Allure et les montages juridiques après la loi Allure. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'on voulait, c'est que, quel que soit le projet, que ce soit des projets d'habitat participatif en autopromotion,
en accession, en locatif ou en logement libre, que les gens qui s'engagent dans ce type de projet soient sécurisés. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'à un moment donné, s'il y a un dysfonctionnement quelque part, les gens se trouvent dans des situations catastrophiques, quoi. Et puis ensuite, répondre aussi effectivement aux questions la dernière question qui a été posée par rapport à la spéculation en cas de sortie, en cas de mouvement, effectivement. C'est une vraie question, mais aujourd'hui, la seule vraie réponse qu'on a, c'est la coopérative d'habitants, c'est clair. Donc, ensuite, il y a un autre volet qu'une collectivité peut faire, c'est tout l'aspect communication, c'est faire connaître ce type de projet. Elle a des moyens que souvent les associatifs n'ont pas, c'est-à-dire que là, prochainement d'ailleurs, on va lancer une nouvelle campagne de communication dans le cadre des journées portes ouvertes de l'habitat participatif. D'ailleurs, campagne qui a été montée par Écoquartier Strasbourg, mais qui va être projetée sur tous les MUPI de la ville, et gracieusement, c'est-à-dire c'est une initiative conjointe entre QS et la ville. Donc, mais l'idée, c'est d'attirer le plus de gens possible vers cette démarche et de faire évoluer progressivement les mentalités des gens en se disant pourquoi pas s'engager dans ce type de projet, quelles sont les valeurs ajoutées, etc. Communiquer, c'est aussi effectivement mettre en place. Alors nous, on a aussi monté avec ce fameux copil historique dont je parlais tout à l'heure, on a monté un site, un portail, en fait, qui permet d'abord expliquer ce que c'est que l'habitat participatif, et ensuite mettre les gens en lien, c'est-à-dire leur proposer toute la palette de projets qu'on a en cours, pour que les gens sachent, il y a un projet d'accession sociale à tel endroit, il y a un projet de locatif social ici, là il y a un projet mixte, là il y a un projet d'autopromotion, etc. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire dedans, etc., avec les contacts et tout ce qui suit. Donc si ça vous intéresse, c'est habitatparticipatif.strasbourg.eu. Donc vous pourrez vous faire une idée un petit peu, et c'est d'ailleurs Écoquartier, là aussi, qui porte la gestion en fait, de ce site-là aujourd'hui, quoi. Ce qui prouve bien cette espèce de, transparence qu'on a effectivement avec la dimension citoyenne, et dont je suis assez fier, quoi. Et ça, d'ailleurs, s'il y a des... Alors, je sais qu'il y a quelques collectivités territoriales dans la salle. Je pense qu'il ne faut absolument pas avoir peur de travailler avec la dimension citoyenne, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement riche et c'est enrichissant à la fois des deux côtés, quoi. C'est-à-dire ça apporte des choses à la collectivité, ça l'oblige aussi à se réformer, à se reposer des questions, à se réinterroger sur sa manière de faire. Mais c'est aussi intéressant par rapport à la dimension citoyenne qui, elle, comprendra mieux pourquoi des fois il y a des résistances, des freins de la collectivité sur certains points. Je pense notamment à la vente des terrains. Tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce qu'on peut minorer le coût du terrain sur un projet d'habitat participatif. C'est très difficile à faire parce que, en fait, les collectivités sont tenues par France Domaine dans ce domaine-là, et qu'en théorie, elles ne peuvent pas décider d'elles-mêmes, à quelques exceptions près, hein, elles ne peuvent pas décider d'elles-mêmes du coût de la vente de leur terrain. Et donc, il y a quelques exceptions, hein, dans certaines spécificités, quoi. Mais en fait, il y a une loi qui s'applique en fait à toutes les communes de France. Et si elles ne le font pas, elles peuvent être redressées par l'État en disant que vous faites quelque chose d'illégal, quoi, quelque part. Donc, par contre, il y a des solutions alternatives du type subventionnement pour tel ou tel, et qui peut être une compensation. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on s'était lancé dans la toute première démarche d'autopromotion, on avait mis en place ce qu'on appelait une grille environnementale qui permettait de minorer le coût du terrain en fonction de la qualité environnementale du projet. À la fois, quand je dis qualité environnementale, c'est qualité thermique en fait, du bâtiment, mais aussi qualité écologique du bâtiment. Et cette grille permettait d'obtenir des points, et en fonction des points obtenus, on pouvait avoir un pourcentage de minoration du coût du terrain. Voilà. Donc il y a des alternatives possibles, mais il faut quand même respecter en fait, les dispositifs réglementaires, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu les aides qu'une collectivité peut apporter
peut apporter sur un territoire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'une collectivité, elle a un regard, comment dire, plus général de tout ce qui se passe sur son territoire et qu'elle peut capitaliser les expériences. C'est-à-dire que d'un bailleur à l'autre, elle peut tirer les conclusions du côté positif et des côtés négatifs et ensuite les retransmettre aux bailleurs, aux opérateurs sociaux qui suivent. C'est-à-dire, nous, par exemple, on s'est rendu compte à un moment donné que c'était important quand même, quand un opérateur social se lançait dans ce type de projet, qu'il soit assisté par une assistance à maîtrise d'usage. Et donc, pour inciter effectivement les opérateurs sociaux à se lancer dans cet accompagnement, on a même délibéré au niveau du Conseil de l'Eurométropole, cette fois, en fait, un dispositif qui permet de cofinancer cette assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on prend en charge 50% de son coût, avec un plafond, évidemment, pour que ça n'explose pas, quoi. Mais voilà, c'est des choses qu'on a réussi à capitaliser. Ensuite, il y a d'autres choses, hein, je veux dire, sur les règles d'attribution, par exemple, de manière à ce que chaque bailleur social ne refasse pas les mêmes erreurs, quoi, et que justement, on arrive à progresser petit à petit. Et ça, c'est intéressant qu'une collectivité puisse le faire pour que les choses avancent et que chacun ne soit pas obligé de réinventer le monde, quoi. Je ne sais pas si... oui, allez-y, je vais peut-être plutôt répondre aux questions parce que je pourrais en discuter encore pendant... Je vais revenir sur Patrice Senou de Nouvelle-Aquitaine. Je vais revenir sur le prix des terrains. Les alternatives, vous en avez cité quelques-unes. Il y a maintenant le BRS qui est aussi une alternative, le bail réel solidaire. Il y a toujours le bail amphithéotique, ça existe toujours. Et après, j'avais une question à M. Marais. Si vous pouvez mesurer sur les répercussions du degré de méconnaissance de l'habitat participatif, du processus en interne, avec les partenaires extérieurs, je pense notamment aux géomètres et aux notaires, et avec les collectivités aussi, parfois, le fait que ces gens-là ne connaissent pas ou peu l'habitat participatif, est-ce que vous savez si ça a des conséquences importantes sur le temps d'étude et le temps de livraison? Alors, j'ai eu une expérience là il y a quelques jours avec un géomètre et un notaire sur le programme, enfin il y a quelques semaines, sur le programme qu'on va livrer, et notamment quand le groupe est arrivé en disant on veut faire une SCCI, et le notaire qui dit moi c'est pas possible, vous êtes bon, mais sauf que le groupe avait fait une réflexion assez longue, donc c'est assez compliqué. C'est du temps. Alors surtout pour la maîtrise d'œuvre en tout cas, parce que le notaire intervient ponctuellement, le géomètre aussi, mais pour la maîtrise d'œuvre, moi je me rends compte de l'opération que j'ai suivie sur l'île là, où ça a été j'ai eu la chance d'avoir un maître d'œuvre très pédagogue, pardon, et donc qui a expliqué par des schémas, par des dessins, qui a pris un temps assez incroyable pour l'explication de ces programmes-là. Donc je ne sais pas quel délai, enfin ce que ça représente moi auprès du maître d'œuvre. J'avoue que je ne lui ai pas posé la question. Ce qu'il me dit, c'est que une fois, d'accord, 2 fois, il faudra peut-être revoir à la hausse nos honoraires, quoi. Voilà, mais c'est sûr que c'est un temps très important. Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas l'estimer, non. J'avais une question pour M. Kunzmann. On voit de plus en plus d'opérateurs immobiliers arriver avec des projets tout ficelés, avec des salles de convivialité, des espaces potagers, extérieurs, etc. Comment vous accueillez ces projets-là? Comment vous garantissez qu'il y a justement après le fameux vivre ensemble dont vous parliez? Comment vous pouvez insister ou pas pour qu'il y ait quand même de la co-conception à un moment? Et voilà, quel regard vous avez là-dessus et comment vous accueillez ces promoteurs? Merci. Oui, c'est une très bonne question parce qu'on y a été confronté assez rapidement, comme on a de plus en plus de projets. Et bon, vous imaginez bien que certains promoteurs profitent de l'opportunité pour dire nous, on fait de l'habitat participatif aussi, alors que la seule chose qui permette aux habitants, c'est
de choisir les revêtements de sol ou je type le revêtement, ou alors déplacer une petite cloison à un endroit, etc. Ou alors ouvrir la cuisine effectivement sur la grande pièce à vivre. Enfin bon, et ils disent c'est de l'habitat participatif. Donc ça nous a re-questionné effectivement sur ce qu'on définit, enfin quelle était la définition de l'habitat participatif, et c'est pour ça que j'ai parlé des 3 piliers de tout à l'heure, quoi. Et donc on est, comment dire, aujourd'hui on est très regardant, c'est-à-dire qu'on ne voudrait surtout pas qu'un opérateur immobilier puisse vendre son projet comme un projet d'habitat participatif, et sans que ça en soit un réellement, quoi. Et donc, on a réussi à border les choses. D'ailleurs, on a rassemblé, il y a 2 ans, en fait, tous les promoteurs et tous les bailleurs sociaux, en fait, sur notre territoire. On était à plus de 100, je crois. Et on a clairement signifié les choses. On leur a clairement expliqué ce que nous, on appelait habitat participatif et ce qu'on ne voulait surtout pas qu'ils appellent habitat participatif, quoi. Et ça a un peu réglé le problème. Après, ça ne nous empêche pas de temps à autre de devoir téléphoner à un opérateur pour changer sa campagne de communication. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un pouvoir qu'une collectivité peut avoir par rapport à ses opérateurs. Et c'est une des forces des collectivités dans ce domaine-là, quoi. Mais c'est une très bonne question, hein. Je pense qu'il y a ce danger-là, parce que du coup, ça devient très commercial. C'est-à-dire de dire on fait de l'habitat participatif, ça permet de vendre du logement aussi. Mais est-ce que c'est vraiment de l'habitat participatif? Vous avez tout à fait raison, quoi. Alors, on a encore 5 minutes pour une dernière question. Merci, bonjour. J'aurais voulu revenir un tout petit peu au cœur du sujet sur les opérateurs immobiliers que vous avez évoqués en début d'intervention. Avec quel type d'opérateurs privés vous arrivez à travailler? Je ne sais pas si vous pouvez balancer des noms carrément. Ou est-ce que c'est plus facile avec des bailleurs? Est-ce que ça dépend vraiment des opérateurs? Alors ça dépend énormément du charisme, en fait, des opérateurs. C'est-à-dire que là, vous avez bien vu qu'on a un opérateur qui a été extrêmement innovant, qui a vraiment eu envie de faire bouger les choses, qui a vraiment envie d'aller vers l'habitant, de lui donner une vraie place, etc. Je veux dire, il n'y a pas de règle pour ça. C'est vrai que moi, je suis assez méfiant par rapport aux grands opérateurs immobiliers nationaux, qui, eux, ont plutôt tendance à dire « nous, on sait faire », etc., et qui sont pas forcément outillés, d'ailleurs, pour le faire. Parce que tout à l'heure, M. Marais parlait effectivement de la transversalité qui régnait au sein de sa structure, quoi. Plus l'opérateur est grand, moins c'est transversal, c'est-à-dire plus c'est sectorisé. C'est-à-dire entre les équipes commerciales, les équipes de montage d'opérations, etc., ça devient très difficile. Les gens se passent les dossiers comme ça, par étapes. Et puis, du coup, ça devient rien de sain, et surtout, ça laisse plus de place à l'habitant, quoi. Donc, je pense que c'est extrêmement lié aux objectifs que se fixe effectivement un opérateur immobilier et ce qu'il a envie de faire avec les habitants, quoi. Donc, c'est souvent des petits opérateurs. En général, hein, ça marche mieux, effectivement, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, souvent des petits opérateurs qui sont plus près des gens, qui sont le mieux outillés pour ce type de démarche. Parce que c'est vrai que c'est quand même, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même plus compliqué de faire un projet d'habitat participatif que des cages à lapins. Je vais le dire comme ça pour être brut de décoffrage, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est un peu, si vous voulez, c'est la différence entre c'est la différence qu'on peut avoir entre le prêt-à-porter et le sur-mesure, quoi. Donc, ça exige du temps supplémentaire, donc il faut que l'opérateur soit prêt à le donner. Quand vous avez affaire à un grand promoteur immobilier, lui, il a un système de contrôle des coûts, en fait, de tous ses salariés. Donc, à partir du moment qu'il a passé tant et tant d'heures sur une opération, on tire la sonnette d'alarme, on dit « tu as passé trop de temps, tu n'es plus rentable sur cette opération-là ».
Donc, si on rentre dans ces considérations-là, ça devient compliqué, quoi. Je veux dire, moi, j'ai par exemple, nous, on a essayé d'élargir la notion d'habitat participatif parce qu'elle a commencé sur Strasbourg-Centre, et petit à petit, on essaie de gagner en fait les communes en première couronne et en deuxième couronne. Et donc là, on va vers des projets en limite de QPV, on va vers des projets en deuxième couronne, etc. Et il y a un opérateur social qui s'est lancé dans un projet de deuxième couronne. Alors on s'est dit, ça va être compliqué parce que deuxième couronne, c'est peut-être ce qu'on a fait de plus difficile pour l'instant, parce que souvent on est confronté à la concurrence de la maison individuelle. Je vais le dire comme ça parce que c'est une vraie réalité. Et donc, on s'est dit, un opérateur non expérimenté, donc c'était son premier projet, qui se lance dans un projet donc en deuxième couronne, ça va être chaud. Donc on est allé voir le patron, on lui a expliqué tout ce que ça pouvait avoir comme incidence sur son type de fonctionnement, quoi. Tout ce que ça allait impliquer en matière de, comment dire, dans ses propres équipes, comme changement. Et parce qu'eux n'avaient pas justement une structure très transversale comme la vôtre. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Et d'ailleurs, je ne vous le mens pas, c'est aussi les mauvaises expériences qu'on peut faire. Mais sur cette opération-là, le chargé d'op a déjà changé 2 fois. Et il n'a pas changé parce qu'il était confronté aux difficultés des habitants. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'en plus, au départ, c'était des gens qui étaient extrêmement motivés de fonctionner avec des habitants et de les associer à la conception de l'immeuble. Mais il a changé parce qu'il ne s'est pas suffisamment senti soutenu par sa direction pour amener le projet à une vraie finalité, enfin ce qu'il espérait et ce qu'il souhaitait faire de ce projet-là, quoi. Donc voilà, il n'y a pas, par rapport aux opérateurs immobiliers, c'est extrêmement lié à la volonté et au charisme de l'opérateur, quoi. Merci. Comme pour les collectivités territoriales aussi, hein. C'est pareil, vous pouvez avoir des maires extrêmement volontaires, comme vous pouvez en avoir. Moi, même sur Strasbourg, qui est une ville qui est quand même un petit peu pionnière dans ce domaine, moi j'ai été confronté, je ne dirais pas qui évidemment, mais j'ai été confronté, Strasbourg, avec des adjoints de quartier, hein. La municipalité précédente, maintenant, on a des responsables de secteur. C'est un peu différent encore avec la nouvelle municipalité. Mais la municipalité précédente, on avait des adjoints de quartier. Et moi, j'avais fait le tour de tous les adjoints de quartier de la ville pour savoir quelle était leur position par rapport à l'habitat participatif. Et même si on avait un maire qui soutenait vraiment la démarche, on avait Alain Youn qui portait en fait tout le volet, habitat participatif sur la ville. On avait des adjoints de quartier qui m'ont dit « mais dans mon quartier, vous ne ferez pas de projet d'habitat participatif ». Et moi, je n'ai pas insisté. Je veux dire, ça ne sert à rien. Je veux dire, si la personne n'en a pas envie, je préfère autant aller dans d'autres quartiers et mobiliser mon énergie et l'énergie des habitants sur des projets dans des quartiers où il y a une vraie volonté d'accueillir ce type de projet. Et c'est peut-être aussi à travers l'exemple qu'on fera évoluer les mentalités des autres. C'est-à-dire que par rapport au débat d'hier, il y a des maires effectivement qui ne bougent pas, qui ne font rien, etc. C'est juste dommage. Mais dans les adjoints qui m'ont dit non, au bout de 2-3 ans, il y en a qui sont venus me voir et qui m'ont dit finalement, j'ai changé d'avis. Ces projets d'habitat participatif, c'est pas mal. Je serais d'accord d'en faire un. J'ai un terrain ici. Est-ce que ça vous convient ? Voilà, donc je pense que c'est aussi à travers l'exemple que progressivement on fera évoluer les gens et qu'on arrivera à les amener vers cette nouvelle façon de construire, quoi, qui associe pleinement les habitants. Merci. Du coup, l'heure est finie. Peut-être pour clôturer, je propose aux 3 intervenants de nous donner leurs ingrédients, juste de manière très synthétique, pour la réussite d'un tel projet, de leur point de vue, bien sûr. C'est beaucoup de dialogue entre habitants, avec le bailleur, avec l'architecte, pour la construction du projet. Et voilà, les ingrédients, c'est ça. Bon. Et de la même manière, pour moi, c'est évidemment, vous l'aurez compris, de la transparence et c'est au-delà d'un projet, en tout cas d'un projet de logement. C'est vraiment une expérience humaine. Et c'est ce que moi je retiens de ce type d'opération.
Et moi, je compléterai juste en disant que c'est un travail qu'il faut faire en confiance les uns avec les autres, quoi. Il faut vraiment se faire confiance et essayer d'avancer ensemble.